Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sans doute remarqué, mais ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu de chapitre de One Piece. La fin de Wano Kuni a été marquée par une grande pause d'un mois jusqu'au dimanche 24 juillet afin de permettre à Eiichiro Oda de se focaliser sur l'organisation de sa saga finale, tout simplement le endgame de One Piece. Oui bonjour, conseiller Pôle emploi ? Oui bonjour, voilà, ça serait pour prendre rendez-vous s'il vous plaît, je me lasserai jamais de la faire celle-là. Bref, il fallait s'y attendre, One Piece a malgré tout de beaux jours devant lui et il faudra bien plus d'1 ou 2 ans pour en venir à bout, clairement. Pour faire passer un peu plus vite ce long mois d'attente sans chapitre, chaque Shonen Jump jusqu'à la fin de la pause d'Oda comportera un petit livret spécial nommé Road to Loftel, une sorte de mini databook divisé en 4 parties et publié du coup une fois par semaine. Je me suis dit que ça serait donc intéressant d'analyser ce databook à travers une série de 2 épisodes, l'épisode 1 comportera le volume 1 et 2, et l'épisode 2 comportera le volume 3 et 4. Comme pour la série des databooks Vivecard que j'ai fait, je ne mentionnerai pas toutes les infos, mais seulement les plus intéressantes, afin de vous éviter du blabla inutile, parce qu'il y en aurait beaucoup sinon. Et vous verrez que dans ce premier épisode, ça va théoriser comme rarement on l'a fait, alors si l'idée vous plaît et que vous souhaitez vraiment avoir la suite, manifestez-vous et explosez-moi ces pouces bleus, ça fait plaisir. Et au passage, dimanche prochain, très grosse vidéo théorie en approche, alors abonnez-vous pour pas la louper, faites-moi confiance, ça vaut vraiment le coup. On va donc pouvoir commencer, mais avant je vais vous présenter le petit sponsor qui met bien de cette vidéo, alors merci beaucoup. Et à tout de suite. Bon, j'ai un petit communiqué des potos de Raid Shadow Legends. L'été est à l'honneur pendant tout le mois de juillet sur Raid et donc plein de nouveautés font leur apparition. Et ça commence directement avec l'acquisition gratuite d'un nouveau champion légendaire de la faction des Hauts Elfes, Deriana. Accueillez-la dans votre équipe et profitez-en car il s'agit de l'un des plus puissants champions support de tout le jeu. Connectez-vous simplement pendant 7 jours d'affilée et ce avant le 28 juillet et hop, elle est à vous que vous soyez ancien ou nouveau joueur. En entrant le code promo MyDeliana en jeu, vous recevrez immédiatement 50 potions d'XP de quoi propulser Deliana à son niveau max, le niveau 50. 5 nouveaux champions absolument fous sont introduits et prêts à être récupérés. Trunda, l'une des centaines de champions, se voit dotée d'un nouveau skin, bref, du très lourd. Et en cliquant sur le lien dans ma description ou en scannant mon code QR, vous obtiendrez un bonus unique comprenant Aina, un champion épique, 200 000 d'argent, un récupérateur d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour invoquer un champion surpuissant dès votre entrée en jeu. Tous ces cadeaux se trouvent dans votre boîte de réception. Profitez-en, c'est le moment parfait pour débuter et merci à Raid Shadow Legends pour la sponsor. On commence avec le premier volume, celui orienté sur les voyages de Roger, dans sa quête de roi des pirates. Et dès le début, on est plongé dans le bain avec une annonce fracassante, la naissance du prochain roi des pirates est presque à nos portes. Effectivement, on ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais la défaite de Kaido et la victoire de Luffy le rapprochent plus que jamais du titre de roi des pirates. C'est confirmé dans le manga, c'est confirmé dans ce databook, ça fait 25 ans qu'on rêve avec Luffy de le voir atteindre ce titre légendaire, et c'est juste là, devant nous, à nos portes. Et on n'y croirait presque pas. En tout cas, moi perso, j'arrive même pas encore à réaliser. Je pensais donc que ça vous donnerait un petit coup de nostalgie de vous rappeler ou même de vous faire réaliser que Luffy réalisera lui très bientôt son rêve. Il y a ensuite une très grande partie sur toute l'histoire de Roger et sa chronologie presque complète. Rien de nouveau si ce n'est un bon rappel de la vie extraordinaire qu'a eu le premier roi des pirates. Si on n'apprend rien sur le sujet, un petit encadré avec les mystères non résolus à propos de Roger est mis en avant et c'est celui-là qu'on va analyser. Le premier indice concerne la partie la plus mystérieuse de l'histoire de Roger, sa romance avec Portgas dit Rouge. La femme qui mettra au monde son fils Ace est en effet très mystérieuse. Où a-t-elle rencontré Roger ? Pourquoi Oda lui a-t-il donné le dit? On ne sait strictement rien d'elle et on sait encore moins si Oda va se décider à développer son histoire. Par contre, un lien semble exister entre, tenez-vous bien, Rouge et l'épée de Roger qui se prénommait Ace. Oui, c'est une info assez récente, tout le monde a assez vanné Ace et Roger comme ça, mais effectivement, le sabre de Roger avait comme nom Ace, le même nom qu'il souhaitera donner à son fils lors de sa naissance. Il faut savoir que Roger semblait vraiment aimer profondément cette lame, cependant, ça n'explique toujours pas le lien entre sa femme et son fils. Il n'est donc pas impossible que durant l'une de ses nombreuses aventures sur les mers du globe, Roger ait rencontré et sauvé Rouge. Par exemple, on sait que sur God Valley, là où a eu lieu son plus grand combat contre les Rocks, il défendait les Tenryubito et leurs esclaves. On sait aussi que les Tenryubito sont inspirés de la noblesse française, comme en témoigne le château de Chambord ayant servi de référence à la conception de Marie-Joise. Ouais, un château que j'ai visité effectivement, ouais.
Bref, Rouge a un prénom typiquement français. Alors s'il s'agissait d'une ancienne esclave libérée par Roger qui s'est épris d'elle, peut-être qu'il l'a placée en sécurité sur une île isolée de South Blue, là où elle devait attendre son retour après la fin de son grand voyage. Ça c'est beau, romantique, on valide. Et que du coup le prénom d'Ace soit une référence au sabre qui lui a permis de vaincre Chebek et libérer la femme qui lui donnera un enfant. Ouais, bon. Pas très fan de cette partie, mais il doit forcément y avoir une justification, mais de la trouver quoi, avec le peu d'indices qu'on a, c'est pas gagné. Peut-être que Rouge a tout simplement donné à Roger le sabre d'Ace et qui appartenait à quelqu'un de sa famille à la base, et basta. Ensuite, ça passe aux larmes de Shanks. Oui, effectivement, ça n'a plus rien à voir. En effet, et rappelez-vous, Shanks a eu une étrange réaction lorsque Roger est rentré de Laftel. Il s'est mis à pleurer. Comment? Pourquoi? Eh bien, on ne le sait toujours pas. Le databook explique cependant que derrière ces larmes se cachent des sentiments compliqués. Il est vrai que cette scène du chapitre 968 est des plus intrigantes. Pourquoi Shanks fond-il en larmes alors que son capitaine a réalisé son rêve? Surtout qu'il ne s'agit pas de larmes de joie comme le laissent supposer les sentiments compliqués, mais bel et bien une forme de peine. Cette scène, elle faisait partie à l'origine des arguments de ma théorie sur Roger n'ayant jamais eu One Piece, et je viens de remarquer d'ailleurs en écrivant celle-ci que je n'avais pas rajouté cet argument. Je suis totalement con, vous avez le droit de le dire. Bref, dans ma théorie sur Roger, si vous ne l'avez pas encore vu, je disais que le roi des pirates n'aurait en réalité jamais obtenu le One Piece et que tout ce qu'il a fait, c'était de préparer la voie à Luffy. En gros, ils étaient arrivés trop tôt et Roger s'en serait rendu compte sur Laftel. Ouais, bon, dit comme ça, c'est pas vraiment sexy, hein, mais regardez la vidéo, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus stylé. Et donc, l'un de mes arguments était Shanks quand il pleurait au retour de Roger. S'il était dans cet état, c'est en réalité parce que Roger lui aurait révélé qu'il était arrivé trop tôt et que ce n'était pas lui qui devait accomplir la prophétie finale, vu qu'il s'agit de Luffy. Par conséquent, après cette révélation, Shanks a fondu en larmes, pensant que son capitaine n'a pas pu réellement accomplir son rêve, alors que la réalité en est tout autre. Roger n'est effectivement pas Joy Boy, il n'est pas celui qui pourra lever l'aube sur le monde, mais c'est lui qui a lancé la grande vague de piraterie et c'est lui qui a fait naître le rêve du One Piece. Il est donc clairement gagnant et clairement à l'origine de la libération du monde. Alors, lire aujourd'hui que Shanks, malgré son jeune âge, avait des sentiments complexes derrière ses larmes, je me dis que ça colle plutôt bien avec ma théorie et le regret qu'il pouvait ressentir dans l'échec de son capitaine. On passe au troisième et dernier indice, le rêve ultime de Roger. En réalité, il n'y a pas grand chose de ce côté, mais l'accent a été mis sur le rêve ultime que semblait avoir Roger et qu'il a dévoilé à Oden et Barbe Blanche. Ce désir confirme bel et bien qu'il ne s'agit pas que d'être roi des pirates, tout comme Luffy, Roger et lui ont un rêve commun le surpassant. Malheureusement, pas plus d'informations de ce côté-là. Tout ça, c'était pour Roger. Maintenant, passons aux poneglyphes. Tout comme l'histoire du roi des pirates, l'histoire des poneglyphes a été dévoilée. Alors concrètement, aucune nouveauté encore, si ce n'est un très bon rappel d'à quoi servent les poneglyphes et où se trouvent ceux que l'on a déjà découverts. Par contre, et là c'est intéressant, un nouvel encadré met en avant les îles qui pourraient abriter l'ultime Road Poneglyph, celui dont on a perdu la trace, celui nécessaire au Mugiwara pour atteindre Laftel. Il est dit qu'il doit reposer dans un endroit inexploré par l'équipage du Mugiwara. Mais pas seulement, si plusieurs îles sont énoncées, 3 sont mises en avant, telles que Elbaf, Vira et la ruche. Est-ce que ce databook viendrait de nous dévoiler indirectement la prochaine destination des Mugiwara et donc le prochain arc? Le dernier Road Poneglyph résiderait donc sur l'une de ces îles. Vira m'a beaucoup intéressé puisque c'est une île inconnue au bataillon qui est étrangement citée à de très nombreuses reprises au fil des chapitres de One Piece. Oda prépare donc quelque chose concernant ce lieu, c'est indéniable. Le problème c'est qu'on n'a que trop peu d'informations la concernant. À ce qu'il paraît, elle a subi un coup d'état des révolutionnaires, alors peut-être que cette île sera liée à Dragon dans le futur. Ensuite, la ruche. Effectivement, le territoire de Teach et de Chebek cache bien des secrets. Il n'est pas impossible que Barbe Noire ait déjà un Road Poneglyph et que ce soit celui qu'on cherche. Pourtant, ça ne colle pas totalement puisque le Road Poneglyph qu'on recherche était à l'origine chez les hommes poissons et il semble avoir été déplacé après la mort de Roger. Donc ce n'était ni Chebek parce qu'il était mort, ni Barbe Noire parce qu'il n'était pas encore capitaine pirate à ce moment-là. C'est pourquoi on en vient à Elbaf et à quel point cette île pourrait vraiment abriter le dernier Road Poneglyph et littéralement être le prochain arc de One Piece. C'est l'une des premières îles que Luffy et Usopp ont voulu visiter après avoir rencontré Dory et Brogy. La nation antique des géants est connue comme étant la plus puissante du monde. Pour moi, c'est bel et bien ici que repose le dernier Road Poneglyph. Il aurait tout simplement été transporté par Shanks le Roux lui-même pour le mettre à l'abri, le protéger et s'assurer que quiconque autre que Joy Boy n'atteigne Laftel. Maintenant que Luffy a regroupé une flotte de géants, ces derniers vont retourner à Elbaf grâce à l'Eternal Pause détenue par Dory et Brogy sur Little Garden et les Mugiwara vont peut-être
les accompagner. En se rendant sur l'île, ils découvriront que Shanks leur aurait confié le poneglyphe ultime, lui qui semble tant lié au mythe nordique, tout comme les géants, à en juger, son bateau Drakkar. Ainsi, Shanks était le dernier rempart pour découvrir l'emplacement de l'île antique de Laftel et en aurait été le gardien, un rôle confié par son capitaine. Cette partie poneglyphe était vraiment très cool. Maintenant, passons à du très sombre, l'histoire de Chebek, le terrible capitaine des Rocks. Il est officiellement déclaré comme étant le plus puissant adversaire de Roger, alors que ce dernier avait pour rival Garp et Barbe Blanche. On veut donc vraiment nous faire comprendre que Chebek est à encore un niveau bien au-dessus. Ensuite, God Valley, le lieu de leur affrontement ultime, n'est pas nécessairement détruite. Il indique à nouveau qu'elle a surtout été effacée de l'histoire et n'est plus jamais réapparue sur une carte. Le mystère s'épaissit alors sur cette île, mais on nous laisse encore penser qu'elle existe quelque part sur les mers. Le gouvernement a simplement tout fait pour qu'elle ne soit plus connue des citoyens du monde. Mais surtout, la plus grande révélation, truc vraiment de fou pour le coup, la confirmation d'un lien entre Barbe Noire et Chebek. Un encadré met en avant celui utilisant le nom de Chebek qui est Barbe Noire après avoir nommé son navire le sabre de Chebek. Pas seulement, le texte explique qu'il semble y avoir une connexion plus profonde et la volonté de Rox pourrait continuer de menacer le monde. Tout comme Luffy aurait hérité de la volonté de Roger, Teach aurait hérité de la volonté de Chebek. C'était ma théorie principale sur Barbe Noire après le chapitre 957, révélant les événements de God Valley et des Rocks. Et si le databook dit vrai, alors cette théorie est validée. Mais surtout, cette révélation nous plonge directement dans le futur de One Piece. Roger et son rêve d'atteindre la dernière île avaient comme plus grand ennemi Chebek, un homme voulant devenir le roi du monde. Luffy voulant devenir à son tour roi des pirates va avoir comme plus grand ennemi Teach, lui qui veut conquérir le monde. Sauf que l'époque actuelle est l'époque où tous les rêves se réalisent. Alors cela signifie que ce soit Luffy ou Teach, chacun va accomplir la volonté qu'il a héritée. Luffy accomplira la volonté de Roger en le dépassant et en levant l'aube sur le monde, mais Teach lui va aussi certainement réussir ce que Chebek n'a pas pu faire et devenir temporairement le roi du monde. Les héritiers des volontés de Roger et Chebek iront alors bien plus loin que eux-mêmes ne sont jamais allés. Notamment Teach qui mettra peut-être la main sur le trône vide, le seul trône capable de faire d'une personne le roi ultime. En tout cas, nous en avons désormais la certitude, ce n'était pas un hasard si le navire de Barbe Noire porte le nom de Chebek. Nous passons désormais à la partie croquis du volume 1, dans celui-ci plusieurs sketchs de quoi devaient ressembler les samouraïs de Wano Kuni, notamment les fourreaux rouges et Oden Kozuki. Rien de particulièrement marquant ici, si ce n'est qu'Oden ne devait pas ouvrir Wano à l'époque mais l'unifier, qu'il avait un chat nommé Mamushi et que les fourreaux rouges n'étaient pas 9 mais 7, voire même 4. Des petits trèfles toujours sympas à voir mais qui n'apprennent rien de concret si ce n'est concernant les lames maudites. Une note concernant ces lames très spéciales disait qu'elles avaient un esprit propre, qu'elles avaient un goût prononcé pour la mort, n'hésitant pas à manipuler leur possesseur pour prendre encore plus de vie d'une façon tragique. Je trouve ça trop intéressant de révéler ce point car sur la fin d'Onigashima, un flashback de Kozaburo et Zoro laissait sous-entendre que les lames maudites ne l'étaient pas vraiment et qu'il s'agissait que d'une excuse pour les faibles échouant à manier certaines lames. Du coup, on en venait à penser que ces malédictions dans One Piece n'existaient pas malgré toutes les preuves. Et bien aujourd'hui, et grâce aux notes Onoda, nous pouvons être sûrs qu'elles avaient, qu'elles ont ou qu'elles auront une vraie place au sein de l'histoire des sabres. Ok, le premier volume est terminé. Je vous laisse 5 secondes pour chercher un petit truc à manger et on enchaîne sur le volume 2. Ce deuxième volume met en avant les empereurs et le chaos dans le monde et attention, ça va encore être très croustillant. On commence par les scoops de la rêverie. Comme dans le premier volume, un gros récapitulatif de ce qui a pu se passer durant la rêverie et encore une fois, pas d'exclusivité à l'origine. Cependant, quelques précisions importantes à avoir. Par exemple, il est bien précisé qu'il n'est pas arrivé quelque chose à Vivi, mais au royaume d'Alabasta lui-même, et ça change beaucoup de choses. Du coup, on va reparler de lui encore, mais si Barbe Noire avait détruit une partie du pays pendant que ses dirigeants se trouvaient sur Marie-Joise à la rêverie. Et s'il avait agi de la sorte pour découvrir ni plus ni moins l'arme antique Pluton et ou son emplacement. Je vais vous convaincre très facilement. Les armes antiques vont bientôt revenir en plein centre de l'histoire, elles vont se dévoiler et évidemment Barbe Noire va s'en intéresser tant c'est une source de pouvoir immense. Crocodile lui-même a découvert on ne sait comment, qu'Alabasta était liée à l'arme antique Pluton, au point de croire qu'elle se cachait sur cette île. Nous avons découvert dans le dernier chapitre que ce n'était pas le cas, mais si Barbe Noire avait eu la même information que Crocodile. Après tout, si l'ex-grand corsaire a réussi à autant se rapprocher de Pluton, pourquoi pas Teach, l'un des plus puissants empereurs et pirates? L'idée serait que le pays a été ravagé par les forces de Barbe Noire pour s'emparer du poneglyphe de Pluton et ainsi se diriger vers le lieu de repos de cette arme antique. Ou alors, l'hypothèse la plus simple, mais pas la moins probable, c'est Im qui a ordonné au Gorosei de détruire l'île et de
de s'emparer du poneglyphe après le chapitre 908, quand elle avait en main la photo de Vivi. Les Néfertari sont considérés comme des traîtres par le reste du gouvernement, alors c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont décidé de les éradiquer. Je préfère la théorie sur Barbe Noire, mais j'avoue que ça se tient vraiment bien malgré tout. Et justement, continuons de parler de lui et de sa relation avec Shanks le Roux. Une partie du databook met en avant le contraste existant entre Shanks et Teach, insistant sur le fait que tous les deux ont un lien particulier. Bon, le but ne sera pas forcément de théoriser là-dessus, sinon la vidéo va durer 40 minutes, c'est mort, vous m'entendez? En tout cas, c'est confirmé, ces deux-là cachent quelque chose qui les relie. Oh là là, si on apprend que le vrai nom de Shanks, c'est Marshall D. Shanks, ça serait quand même un sacré bordel. En tout cas, dans ce databook, ils aiment beaucoup Teach et sa puissance est très largement mise sur le devant de la scène. On dit qu'il continue ses complots rusés pour atteindre ses objectifs et que surtout, Barbe Noire est à la recherche de toujours plus de pouvoir. Alors comme je le disais plus haut, c'est pas improbable qu'il recherche donc les armes antiques. Là, Barbe Noire est loin d'être au maximum de sa puissance après la chasse aux fruits du démon qu'il a lancée, peut-être qu'il a trouvé le moyen d'en consommer encore bien plus que deux. En tout cas, et contrairement à tous les autres empereurs, il cherche à tout prix à être encore plus puissant, et c'est là son véritable objectif. Et ça semble porter ses fruits, sans mauvais jeu de mots, puisqu'un encadré présente les capitaines titanesques de son équipage et il est très clairement sous-entendu que tous ont des nouveaux fruits du démon. Je le disais à l'instant, Teach avait lancé une chasse au pouvoir démoniaque, la preuve avec Burgess qui cherchait à tout prix à consommer le Mera Mera no Mi ou le Gomu Gomu no Mi sur Dressrosa. Et là j'ai une scène de Burgess en Gear 5 avec le Nika. C'est... oh par pitié que quelqu'un fasse un fanart. Et genre vous me l'envoyez sur Twitter. Ah oui, ah oui. Shiryu et Katarina Devon ont eux deux nouveaux pouvoirs et il semble que les autres ont également consommé des fruits du démon. Pour toujours plus de mystère, un des 10 capitaines n'est toujours pas révélé, alors de qui il pourrait bien s'agir. On sait que Aokiji s'est allié à Barbe Noire, alors s'agit-il du 10e capitaine de sa flotte, ou est-ce une autre personne? Ils ont été radins, il n'y a pas d'informations supplémentaires, même pas d'indices, mais si vous avez une idée de qui il pourrait s'agir, alors dites-le dans les commentaires, je suis curieux de savoir qui vous avez en tête pour représenter le dernier, peut-être même le plus important commandant de Teach. Concernant Shanks, malheureusement, il y a moins de choses à dire, si ce n'est qu'il est bien celui ayant coupé le bras de Kid, mais surtout qu'il a également failli lui couper la jambe. Alors c'était une info qu'on n'avait pas jusqu'à présent, ça change pas grand chose à notre vie ou dans l'histoire, mais j'avoue qu'imaginer Shanks blessé à ce point Kid, alors que ce dernier était l'allié de Luffy récemment, ça fait un peu froid dans le dos quand même. De toute façon, il a encore précisé à côté que Shanks est craint même par le Gorosei qui sait très bien à quel point il peut être dangereux, prouvant une fois de plus la puissance écrasante que possède le mentor de Luffy. Cette fois-ci, nous avons un nouveau récapitulatif concernant les épées du monde de One Piece. Toujours pas de grandes révélations, c'est un récap basique mais très bien fait comme pour les poneglyphes qui permet d'y voir un petit peu plus clair sur les lames les plus puissantes éparpillées aux 4 coins du globe. Ça parle quand même brièvement des lames noires, l'un de mes sujets préférés, et la question se pose si le haki est suffisant à rendre les lames noires. Il est dit que beaucoup de questions restent sans réponse concernant ces lames, mais il semble que pour des sabres tels que le Kokuto Yoru ou le Shusui, le haki seul n'est peut-être pas suffisant à rendre une lame définitivement noire. Et c'est vrai que malgré l'éveil du haki des rois de Zoro sur Onigashima, après avoir enduit ces lames d'un haki surpuissant, eh bien aucune n'est devenue noire. Il y a donc un autre facteur à prendre en compte. L'une de mes principales théories à ce sujet, c'est que pour rendre une lame noire, il faudrait du sang de dragon. Ryuma a rendu sa lame noire. Et il est également réputé pour avoir tué un dragon. Dracul Mihawk a une lame noire également. Et figurez-vous que ce personnage est potentiellement inspiré de Dracula, nom qui signifie en réalité dragon ou fils de dragon. Ainsi, la vérité autour des lames noires et de pourquoi il y en a si peu dans le monde, c'est parce qu'il faut l'imprégner du sang d'un véritable dragon. Et si vous doutez de l'existence de cette créature dans le monde de One Piece, gardez en tête que Vegapunk tente de les recréer, ce qui justifie d'une ancienne présence il y a de cela plusieurs années. Peut-être que Mihawk a tué l'une de ces créatures, a rendu Kokuto Yoru noir, et Zoro devra faire la même, mais cette fois-ci avec un véritable dragon et non une création artificielle comme ceux de Punk Hazard. Et pour finir, toujours dans le thème du dragon, les croquis de Kaido. Pas de révélation particulière encore une fois, juste des designs très cool, pensés pour Kaido et sa forme hybride. Même si les parties croquis des Road to Laftel n'apprennent rien, c'est toujours intéressant de voir le procédé artistique et je dois avouer que voir les gribouillis originaux des personnages qui nous ont fait vibrer chaque semaine, ça me fait quand même un petit effet. En tout cas, c'est la fin de cette première vidéo. Finalement, il y avait pas mal de choses à dire, c'était assez cool et j'espère que vous avez autant kiffé que moi. On se retrouve donc dans quelques semaines pour la partie 2 et donc la dernière avec le Road to Laftel volume 3 et 4. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dimanche prochain pour une très grosse vidéo théorie. Vous inquiétez pas, vous serez pas déçus. Bonne semaine à vous les bros, portez-vous bien. Peace.